tout le monde. Je remercie les organisateurs de nous avoir donné l'occasion de parler de ce sujet qui est relativement présent dans la littérature scientifique récente. Nous allons voir plus précisément aujourd'hui les effets extra-osseux, extrasquelettiques de la vitamine D. Est-ce une réalité ou simple intoxication de preuves éphémères de la littérature scientifique? Donc pour le flash info va se dérouler en 10 minutes. Donc pour le temps qui m'est imparti, nous allons développer 3 aspects qui sont présents actuellement dans la littérature scientifique. Donc pour commencer, un bref rappel sur la vitamine D. La littérature scientifique s'est enrichie ces dernières années. Vous voyez le nombre de publications depuis une dizaine d'années. Malheureusement, il y a eu un arrêt, on aurait dû avoir la slide jusqu'à 2020 où vous voyez qu'il y a une augmentation exponentielle du nombre d'articles publiés sur la vitamine D, sur des nouvelles données concernant son métabolisme, ses mécanismes d'action et les effets dits non classiques de la vitamine D. Mais les connaissances sur la vitamine D ne datent pas d'hier. Vous voyez que le premier qui a isolé une substance qu'il a dénommée substance dépositrice de calcium date de 1919. Mais la question qui se pose ces dernières années, est-ce une vitamine ou une hormone? On rappelle que la vitamine est une substance organique qui ne peut être synthétisée par l'organisme. Or, la vitamine D ne répond pas à cette définition. Vous le savez que 80% de la vitamine D est synthétisée par synthèse cutanée. Pour la vitamine en général, elle a des effets antioxydants et parfois cofacteurs de réaction enzymatique. Alors que la vitamine D a des rôles plus nobles que ça, à savoir, elle peut agir sur le génome en influençant la production des protéines, comme on va le voir dans les slides suivantes. Donc, ces 20 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? On savait que la vitamine D était synthétisée à 80% par la peau, qu'elle subissait 2 hydroxylations au niveau hépatique et au niveau rénal pour avoir la forme active, et qu'elle agissait principalement dans l'organisme comme la vitamine qui procurait du calcium à l'organisme, et par la même occasion, le principal rôle est le maintien de l'homéostasie phosphocalcique et l'ossification de l'os néoformé. Mais vous voyez, vous voyez à partir des années 80, il y a eu de nouvelles données concernant la vitamine D. À savoir qu'on a découvert que le récepteur de la vitamine D, dit vitamine D récepteur, était présent sur toutes les cellules de l'organisme. À partir des années 2000, une équipe de chercheurs avait démontré que le couple vitamine D et récepteur pouvait agir sur toutes les cellules de l'organisme et agissait même au niveau nucléaire. Et ces dernières années, la première carte à l'échelle du génome de l'activité de la vitamine D a été publiée en 2010. On va voir de plus près quel est son mécanisme d'action au niveau cellulaire. Ces données sont récentes. La vitamine D peut agir d'une manière très rapide au niveau cellulaire, plus précisément au niveau membranaire, et peut agir au niveau nucléaire de façon différée. Et cela selon la forme de présentation de la 25-OHD. Pour rappel, la 25-hydroxycalciférol est la forme hydroxylée en position 25 au niveau hépatique. Selon sa présentation au niveau cellulaire, si elle a une conformation 6, elle va épouser le vitamine D récepteur qui se trouve au niveau membranaire et constituer un afflux rapide du calcium au niveau cellulaire. Si par contre elle se présente avec une autre conformation dite trans,
elle va non seulement être internalisée au niveau nucléaire, c'est-à-dire ce 25OHD ne sera pas couplé au VDR membranaire, mais plutôt au niveau du VDR nucléaire. On va voir en détail que les actions dites génomiques au niveau nucléaire, ce couple vitamine D et son récepteur vont se lier à leur tour au niveau d'une zone dédiée à la vitamine D au niveau de l'ADN, appelée vitamine D élément de réponse, qui va être à l'origine de la transcription de protéines. Et on aura soit des actions endocrines, vous les connaissez, l'absorption digestive et rénale du calcium, la résorption osseuse, la sécrétion de BTH, ceux-là sont connus. Ce qui est nouveau, c'est les actions autocrines. C'est la possibilité de nombreuses cellules de l'organisme de pouvoir hydroxyler en position 1 la vitamine D qui était déjà hydroxylée au niveau hépatique et de là avoir la possibilité d'avoir de la vitamine D active au niveau de toutes les cellules de l'organisme. Vous voyez que les cellules musculaires, les cellules digestives, le système immunitaire peuvent avoir cette capacité. Et par conséquent, on décrit actuellement les effets extra-classiques, extrasquelettiques de la vitamine D. On connaissait le rôle classique de la vitamine D, en l'occurrence le maintien de l'homéostasie phosphocalcique, et en absence de vitamine D, si l'individu se trouve dans un état de déficit ou de carence, l'enfant aura des problèmes osseux, à savoir, dans les cas extrêmes, un rachitisme carentiel. Ces images, vous les connaissez tous, les déformations des membres inférieurs, le chapelet costal, mais ces effets, connus depuis l'Antiquité, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les nouvelles données concernant la physiologie et le fonctionnement de cette pro-hormone D a fait fleurir beaucoup d'études, premièrement observationnelles, qui ont été rapidement suivies par des études interventionnelles et, comme on le sait, de forte puissance par rapport aux études observationnelles. Et vous voyez, cette capacité des cellules à synthétiser cette vitamine D active a mis en évidence le rôle de la vitamine D dans la physiopathologie de plusieurs pathologies chroniques. Il faut rester prudent. Ce n'est pas le facteur qui permet l'apparition ou la stabilité de l'évolution de la maladie chronique, mais c'est parmi les facteurs de non-contrôle décrits actuellement dans toutes les pathologies chroniques, après avoir vérifié tous les autres éléments. Donc, je vous ai résumé toutes les études qui sont actuellement présentes sur le terrain scientifique. Là, c'est un tableau qui résume des études observationnelles, mais avec un fort échantillon, qui concernent l'adulte et l'enfant. Mais pour le temps qui nous est accordé, on a choisi de développer 3 aspects. Le premier, c'est la vitamine D et l'atopie. Quoi de neuf? Donc, outre une base génétique claire dans les maladies allergiques, les facteurs environnementaux, en l'occurrence la vitamine D, peut avoir une influence importante sur le développement des allergies et donc être une opportunité pour retarder l'apparition de ces pathologies. Plusieurs études sur des modèles murins expérimentaux ont démontré le rôle de la vitamine D comme cofacteur dans la régulation et la prolifération de la différenciation de nombreux types cellulaires et comme modulateur des défenses immunitaires. Donc, déjà, très tôt dans la vie
d'un enfant, en l'occurrence la croissance in utero, un statut optimal en vitamine D peut être à l'origine d'une croissance optimale de la fonction respiratoire, être à l'origine d'une tolérance vis-à-vis de certaines allergènes et aussi agir sur la vie extra-utérine. Principalement, vous voyez la même chose, que ce soit in utero ou en postnatal, aussi optimiser la croissance cellulaire au niveau de l'appareil respiratoire et, comme les actions qu'on vient de vous énumérer, être à l'origine d'une immunomodulation au niveau de plusieurs cellules immunitaires et donc diminuer le risque des infections respiratoires et donc de l'inflammation chronique qui peut en découler. Qu'en est-il pour la dermatite atopique? On va voir allergie par allergie d'une manière résumée. On a choisi de vous rapporter les principales études qui existent au niveau de la littérature scientifique. Vous voyez que plusieurs études avaient démontré que les faibles niveaux de la vitamine D sont corrélés à la sévérité de la dermatite atopique et que ceux qui avaient une dermatite atopique modérée à sévère avaient des taux diminués de vitamine D. Et quand on supplémentait l'enfant en vitamine D, on notait l'amélioration des scores de classification de sévérité de la dermatite atopique. Qu'en est-il de la rhinite allergique? Vous voyez aussi qu'il y a eu plusieurs études qui ont démontré qu'un taux inférieur à 20 nanogrammes par millilitre était associé à un risque accru de rhinite allergique. Pour les allergies alimentaires, elles étaient plus significativement plus élevées chez les enfants qui étaient nés dans la période automno-hivernale et qui étaient propices à l'installation d'un déficit en vitamine D. On arrive à l'asthme. Quel est le rôle de la vitamine D dans la genèse de l'asthme de l'enfant? Plusieurs aussi études sur le modèle murin ont démontré que la vitamine D chez les asthmatiques, quand ils avaient un statut optimal, elle permettait de réduire l'inflammation, la prolifération et le remodelage musculaire et donc diminuer l'obstruction bronchique. Bien sûr, tout ça concourt à la diminution aussi du risque d'exacerbation. D'autres études ont démontré aussi qu'il y avait une faible résistance aux corticoïdes inhalés quand l'enfant avait un statut optimal en vitamine D. Bien sûr, ces études ont été suivies par des études cliniques et vous voyez, il y a eu une cohorte avec un important nombre d'enfants âgés de plus de 6 ans où ils avaient retrouvé que le taux de vitamine D était inversement associé à l'asthme. Une autre étude cas témoin qui a retrouvé que les concentrations de la vitamine D étaient inversement associées à la prévalence de l'asthme. Une autre cohorte, vous voyez toujours avec un important nombre d'enfants, qui a retrouvé qu'un taux optimal en vitamine D protégeait contre le développement de la rhinoconjonctivite, de l'atopie et du développement de l'asthme. Mais bien sûr, ces études ne seront validées qu'après des études randomisées, interventionnelles, et vous voyez qu'il y a des études sur le terrain, à savoir des études sur les mécanismes génétiques, moléculaires et épigénétiques de la vitamine D pour identifier les facteurs qui concourent à l'installation de ces pathologies. Aussi, d'autres études sont en train de déterminer le taux optimal de vitamine D par rapport à ces pathologies. Des essais plus importants utilisant des doses adéquates de vitamine D pour connaître le taux de vitamine D avec lequel on va supplémenter
nos enfants qui présentent ces pathologies, bien sûr après avoir, je le redis, mis à jour et checké la liste de tous les facteurs qui peuvent déstabiliser ces pathologies atopiques. Ce n'est pas que le statut de la vitamine D. Donc, on vient à la deuxième partie. Qu'en est-il de la vitamine D dans les pathologies maternelles-fœtales? Des études ont montré dans différents pays et dans différentes latitudes que le statut de la vitamine D de la mère était corrélé, que le statut de la vitamine D de nouveau-né était corrélé à celui de sa maman. Et que les mères qui présentaient un statut déficitaire en vitamine D avaient une prédisposition à installer un diabète gestationnel et une hypertension au cours de la grossesse. Ce qui a été démontré, on ne vous a pas relayé les autres effets, entre parenthèses, attribués à la vitamine D dans les pathologies maternelles, qui n'ont pas été validées. La seule qui a été validée, c'est l'augmentation du risque de la prééclampsie chez des patientes qui présentaient un déficit en vitamine D. Et cela a été, vous voyez, mis en évidence par des études faites dans 2 pays différents avec une importante participation et un échantillon très élevé. On ne pouvait pas parler de la vitamine D dans cette actualité sans parler de la vitamine D et de l'infection SARS-CoV-2. Y a-t-il un lien? Il y a eu aussi plusieurs publications qui avaient soit affirmé, soit confirmé le rôle de la vitamine D dans cette infection, mais c'est pas, quand on détaille cette littérature, c'est pas spécifique à cette infection. C'est pour toutes les infections virales, et vous avez vu au départ comment la vitamine D contribuait à la réduction ou au contrôle de ces phénomènes inflammatoires par ses effets immunomodulateurs qui ne sont plus à démontrer, qui ont été validés par plusieurs pays dans plusieurs études. Donc là, vous avez le résumé de l'action de la vitamine D sur comment elle pouvait moduler la réponse des macrophages, donc en empêchant la libération de plusieurs cytokines, et on sait très bien maintenant que c'est un emballement immunitaire, un emballement inflammatoire qui conduit à une comorbidité élevée, à une mortalité aussi élevée suite à l'infection SARS-CoV-2. Et certaines études auraient, c'est au conditionnel, auraient affirmé que ceux qui avaient un statut optimal en vitamine D pourraient être protégés contre les formes graves. D'ailleurs, vous l'avez constaté, certains pays et certaines équipes utilisent dans l'arsenal thérapeutique, au même titre que la supplémentation en vitamine C et en zinc, on rajoute aussi de la vitamine D, soit en dose ponctuelle, soit en dose journalière. Mais vous le voyez, il faut rester prudent. Si ça venait à être confirmé, à condition que ce soit des études interventionnelles, ça pourrait constituer une arme thérapeutique qu'on rajouterait à l'arsenal connu déjà pour le contrôle de cette infection. En résumé, sur une seule slide, les autres effets attribués à la vitamine D qui n'ont pas été validés. Vous avez vu au départ, je vous ai mis un tableau de différentes études, mais il faut rester prudent. Pourquoi? Parce que toutes les études n'ont pas utilisé la même méthode de mesure de la vitamine D, que le seuil dit de déficit, d'insuffisance n'est pas le même d'une étude à une autre, et aussi il y a des facteurs de confusion dans certaines études. Ils n'ont pas pris en considération l'âge, le sexe et l'IMC qui constituent des biais dans l'interprétation du bilan du dosage de la vitamine D. Donc, en conclusion, il faut rester prudent. La plupart des études, c'est des études observationnelles. Il y a certains aspects des effets extrasquelettiques de la vitamine D qui ont été établis. Le rôle de la vitamine D dans l'immunomodulation, le rôle de la vitamine D donc, quand
contiguïté, qui dit immunomodulation, donc dit contrôle de certaines infections virales, ce qui a été aussi démontré dans certaines pathologies materno-fœtales. Le reste à confirmer, il faut rester prudent. Et donc, il subsiste plusieurs controverses quant au rôle de la vitamine D dans les affections extrasquelettiques. Le plus important, c'est valider toutes ces constatations par des essais contrôlés, randomisés, bien sûr à grande échelle, pour mieux comprendre l'efficacité de cette vitamine D ou pro-hormone D et, secondairement, mettre des recommandations à disposition du corps soignant. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.